Aussi, on aura un mur klaxoon pour contribuer aujourd'hui. Ça y est, l'enregistrement s'est lancé. Alors, je crois que mon ordinateur et mon Zoom sont un peu à la limite de la réactivité et du coup, des fois, j'ai 3-4 secondes pour réagir. J'ai mis dans le chat de Zoom, dans la conversation de Zoom, 2 liens. Klaxoon, malheureusement, m'a pas proposé une solution adéquate pour avoir un mur à plus de 100. Donc, j'ai 2 murs clones et puis on naviguera entre ces 2 murs. Si votre prénom est entre A et F, je vous invite à aller sur le premier lien que j'ai envoyé. Et si votre prénom est à partir de G, je vous propose d'aller sur le deuxième lien. Je vous montre rapidement le mur klaxoon en question. C'est un mur où vous allez pouvoir trouver des éléments pour dire qui vous êtes. Vous allez pouvoir aussi vous positionner avec un post-it pour dire où vous êtes. Et puis, pourquoi pas, comment ça va aujourd'hui. Et dans quelques instants, je vous mettrai un petit groupe pour que vous puissiez exprimer vos attentes et questionnements pour la journée. Et on crée un mot de passe? Non, normalement, non. Il faut juste, avec un login, vous devez pouvoir y accéder. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Klaxoon, pour naviguer sur Klaxoon, si vous cliquez sur la petite main avec les 3 petites flèches en bas à gauche, là, eh bien, en cliquant avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez naviguer. Si vous scrollez avec le scroll de la souris, en avançant ou en reculant comme ça vous permet de zoomer. Et puis, quand vous zoomez sur une zone, par exemple, comment ça va aujourd'hui, et que vous cliquez sur le plus, ça vous permet de mettre un post-it et puis de le poster. Voilà. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas bien, parce que ça se fera aussi par petits groupes, la participation. Mais il demande un mot de passe, hein? Il demande un email et un mot de passe. Alors, je vais regarder tout de suite. Peut-être que Je crois je me qu'il faut suis qu'on crée un trompé. compte. Peut-être que je me suis trompé dans le… C'est sur le premier de AAF, effectivement, le lien n'est pas le bon, en fait. C'est Ouais. le lien d'Animate, alors qu'il faut que… Ah, pardon. Alors, C'est que le lien n'est pas bon. Je vous redonne le bon. Le deuxième, ça marche très bien. Voilà. Du coup, on est en train de commencer formellement. Je m'appelle Joris Darphin. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée sur les gouvernances partagées, journée d'études et d'échanges. Comme vous le voyez, on est 114. Du coup, on va s'adapter pour que ce soit participatif au maximum. Et 2-3 petites choses par rapport au principe de fonctionnement de cette journée. Je partage mon écran pour vous montrer parce que j'ai mis sur Klaxoon 2-3 éléments. Pendant que je fais ça, Fred, si tu peux refaire un copier-coller correct pour donner les consignes sur un Klaxoon et l'autre. Donc, pas de pub perso, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, sont des professionnels de l'accompagnement, notamment dans l'évolution de gouvernance, mais on n'est pas là pour vendre nos services aujourd'hui. On est plus là pour échanger, pour se rencontrer. Niveau organisation, on fait au mieux d'avance. Merci de votre soutien, de votre participation active et de votre adaptation. Ce n'est pas forcément évident d'animer avec un groupe de cette taille. Autant que possible, acceptons la diversité et la pluralité d'opinions, respectons les croyances, intéressons-nous aux différences. On n'est pas là pour dire que notre modèle, notre outil, notre méthode sont les seuls valables, notre manière de faire est la seule valable, notre manière de partager la gouvernance est la seule valable. Dans l'idéal, on est vraiment là pour découvrir les différentes manières de voir les choses. 2-3 éléments, parce que déjà des gens m'ont posé la question. La prochaine journée, c'est le 6 juin. On a une équipe de facilitateurs et facilitatrices déjà bien complète. Donc, on ne recrute pas de facilitateurs et facilitatrices pour animer les plénières et les ateliers. Par contre, on peut rechercher des intervenants-intervenantes qui viennent témoigner de quelque chose de précis sur leurs expériences de gouvernance partagée. Je précise aussi que les facilitateurs-facilitatrices sont rémunérés autant que possible selon votre participation et les intervenants-intervenantes qui prennent en charge personnellement ou par leur structure leur participation. Ils ne sont pas rémunérés, ils sont là sur leur temps de travail pour la quasi-totalité. Donc, ça veut dire qu'ils prennent en charge leur participation pour aujourd'hui. Je les en remercie. En termes de cadre des échanges aussi, si on peut parler en jeu, c'est pas mal. Idée d'être sur quelque chose de concis, si on peut. Ça a été appelé par, je crois, Anna et Anne ou Élise qui ont préparé le cadrage des ateliers de cette forme-là. Équivalence de chacun, chacune, pas de hiérarchie, juste des rôles et des idées différentes. Et puis, si on peut accepter la frustration, c'est pas mal de ne pas participer autant qu'on veut à l'oral, d'être sur un atelier plutôt qu'un autre, etc., etc. Je vois que déjà certaines personnes se présentent sur le Klaxoon avec des personnes des 4 coins de la France.
Sur le klaxon clone, je vois que ça fonctionne aussi. Merci du coup d'avoir suivi les liens. On voit qu'on a des gens des 4 coins de la France, pas trop dans le monde pour le moment. Et puis là, je crois qu'il y a eu un petit copier-coller malheureux, mais mes régulateurs de klaxon vont pouvoir corriger ça au fur et à mesure si possible. La première étape, je vous rappelle simplement l'organisation de la journée. Jusqu'à peu près 10h45, on est en plénière. 10h45, 12h30, les ateliers du matin, ateliers de 1 à 6. On va se répartir aussi équitablement que possible. Pause de 12h30 à 14h. On se retrouve à 14h en plénière pour faire un rapide retour des ateliers et redonner la parole à Marco qui va se présenter tout à l'heure. Et ensuite, atelier 7 à 12 cet après-midi. Je m'excuse de ne pas présenter chaque facilitateur, facilitatrice et chaque intervenant, intervenante. Chacune se présentera dans les ateliers. Ce qu'on va faire tout de suite pour les personnes aussi qui viennent d'arriver, c'est que je vais vous envoyer en petits groupes par groupe de 4-5 au pif pour vous dire bonjour, qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu pour cette journée. Et du coup, si ça vous va, une personne par groupe remplira sur le klaxon sur lequel elle est les attentes et questionnements pour cette journée. Donc, je vous redonne la consigne. Petit groupe de 4 pour se dire bonjour et pour se dire pourquoi on est venu sur cette journée, pourquoi ça vous intéresse cette journée, de manière à ce que vous puissiez noter des attentes, des premières questions que vous avez. Est-ce que c'est OK au niveau de la consigne? Pouce en l'air si c'est OK. Ouais, je vois pas mal de pouces en l'air sur mes 5 écrans. OK, ça marche. Et du coup, c'est parti pour des salles de réunion au pif. On est 116, je vais donc faire 25 groupes. J'espère que vous serez au moins 2 ou 3 par groupe pour vous dire bonjour et exprimer des attentes. C'est parti. À tout de suite, on se donne 5 minutes. Alors, les personnes participantes sont parties en petits groupes pour faire connaissance, pour dire bonjour, pour exprimer quelques attentes sur la journée. Et donc là, tout le monde est en train de revenir. J'ai mis en évidence Marco qui va prendre la parole et moi sur le Zoom, mais vous n'êtes pas obligé de garder cet affichage. Si vous voulez, vous pouvez revenir en galerie. Tout en haut à droite de Zoom, vous avez affiché qui est noté et vous pouvez choisir intervenant, galerie ou immersif. Je ne vais pas tout lire, mais pour refaire quand même une petite valorisation rapide de ce qui s'est passé, dans le comment ça va aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'enthousiasme, de la motivation, de l'énergie. On voit qu'on a du monde des 4 coins de la France, mais quand même pas mal Auvergne-Rhône-Alpes, assez présent. Et du coup, on avait 7 ou 8 pays représentés dans les inscriptions, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Sur le qui est là, n'hésitez pas à vous présenter. Et puis, je mettrai un lien aussi du Gogo Carto qu'avait fait Yannick pour, si vous n'êtes pas référencé, que vous avez envie de vous référencer comme professionnel, voir qui sont les professionnels de l'intelligence collective, de la facilitation de la gouvernance partagée, bien de pouvoir vous référencer. On voit que là aussi, on a les 4 coins de la France et Olivier Chaput qui est connecté depuis la Belgique. Et aussi, comment ça va? Le moral est bon, un peu fatigué, curieuse, impatiente, fatiguée, enthousiaste, etc. Et puis des choses qui apparaissent dans les présentations. N'hésitez pas sur les présentations à donner votre site internet, votre LinkedIn, ce que vous voulez. Ça peut quand même être un espace où vous pouvez vous présenter. En termes d'attente, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien en discuter dans les petits groupes, mais on voit qu'il y a l'idée de prendre de la hauteur, de partager des expériences, de découvrir, de creuser la question de la gouvernance partagée, de découvrir les différentes approches. Quelle gouvernance pour structurer un collectif informel, pour gérer une scope, comprendre les clés de réussite et les écueils de la gouvernance partagée, partager les expériences, animer des échanges participatifs à la recherche d'inspiration sur cette thématique. Et sur l'autre board, puisque j'ai 2 clones, parce que je suis limité à 100, je n'ai pas pu débloquer ça avec Klaxoon. Quelqu'un qui me dit « Je suis là pour Joris », c'est sympa, merci. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Partage d'expérience, retour d'expérience, avoir de nouveaux horizons. Pratique déjà un peu la gouvernance partagée pour informer davantage. Il y a des étudiantes aussi qui sont là pour venir découvrir, en apprendre un petit peu plus, etc. etc. Je vous laisserai découvrir toutes ces attentes et puis nous, on en tient compte aussi pour la suite des événements. Les gouvernances partagées, ça veut tout et rien dire. Est-ce que les gouvernances partagées nous permettent d'aller vers des systèmes avec moins de domination? Oui, non, pas sûr.
Est-ce que les gouvernances partagées, c'est la garantie d'une démocratie telle qu'on la souhaite, cette démocratie? Oui, non, pas sûr. Il y a aussi un petit peu des fois des idées reçues sur la gouvernance partagée. Gouvernance partagée, ce n'est pas synonyme de gouvernance horizontale, c'est pas forcément, s'il y a moins de hiérarchie, ça ne signifie pas forcément moins d'organisation. La gouvernance partagée, ça ne revient pas forcément à tout co-décider en permanence. Il y a pas mal d'idées reçues. Et on s'est dit, moi je me suis dit, c'est intéressant de faire une journée comme ça, un peu libre, un petit peu sans pression, pour échanger, avoir des retours d'expérience et avoir un petit peu de formation, d'échange de pratiques. Avec Marco et d'autres, on avait lancé sur Lyon et autour un collectif autogestion, et on s'était dit au tout début, on va définir ce que c'est l'autogestion et l'horizontalité. On n'est pas arrivé à faire une définition, et du coup on s'est dit qu'on étudiait ces questions d'autogestion, de gouvernance partagée, d'horizontalité, et avec les retours d'expérience qu'on a eus, on a vu que c'était intéressant d'être un petit peu critique sur ça, parce que ce n'était pas tout rose, et que, par exemple, il y avait des expériences de transformation vers des gouvernances plus partagées qui ne fonctionnaient pas. Il est 10h20, à 10h45, on va aller en atelier. Parole à Marco, du coup, qui va prendre le temps aussi de se présenter, de vous dire pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a à vous dire pour faire un petit peu cogiter les cerveaux. N'hésitez pas, si vous avez déjà directement des réactions sur ce que dit Marco ou des questions, à les noter directement dans Klaxoon. Il y a un espace réaction suite à l'intervention de Marco. Si on a le temps, avant les ateliers, on vous renverra en petit groupe de 4-5 pour discuter de ce qui a été apporté par Marco et échanger dessus. Voilà, à toi de jouer, Marco. Ton micro est coupé. Eh bien, bonjour. J'espère que ça va. Auquel cas, je vais peut-être pas longtemps garder ma caméra allumée, mais au moins vous aurez vu mon visage. D'abord, donc je vais réussir à partager mon écran puisque a priori on a testé tout à l'heure, ça fonctionne. Et donc là, vous pouvez faire le choix d'afficher nos têtes à Marco et à moi plus ou moins petits et le diaporama plus ou moins grand. Il faut sélectionner la barre verticale entre les deux et la bouger comme vous voulez. Est-ce que moi je ne vois pas ce que vous voyez? Donc est-ce que c'est bon? Vous voyez mon PowerPoint, qui n'en est pas un d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Du coup, juste déjà pour dire que ce que je vais vous présenter, sans vouloir faire de pub, mais je suis presque un peu obligé, vu qu'il y a des financements publics derrière, fait partie d'une communication. C'est une communication autour de premiers, on va dire, résultats d'un projet de recherche qui s'appelle Démocratiser le travail, qui est mené en collaboration entre Grenade, donc ma SIC, et l'Université Grenoble-Alpes et notamment le laboratoire PACT, qui est un laboratoire de sciences sociales, gouvernance et la justice sociale notamment, et financé par France Relance, le projet de recherche. Quand Joris m'a proposé de participer à cette journée, je me suis dit, ça fait un peu écho effectivement à mes premiers, on va dire mes premières obsessions dans ce projet, c'est le manque en fait de théorie sur ce qu'aujourd'hui on appelle gouvernance partagée dans cet atelier, mais finalement qui est plutôt la question de la démocratie au sein d'un groupe et de l'auto-organisation. Et des implications que ça peut avoir. Et donc, je voulais vous parler de cela. Et vous allez voir que c'est une question de théorie manquante, mais ça a des implications pratiques. D'abord, juste un tout petit mot sur moi, pour que vous sachiez que cette approche critique que je veux essayer de vous présenter sur ce que la gouvernance partagée, elle n'est pas négative, puisque je fais partie plutôt de personnes qui ont été militantes de l'autogestion, qui ont pratiqué depuis des années l'autogestion, notamment dans le cadre du travail, et principalement dans le cadre du travail, dans deux scopes autogérés entre 2008 et 2018, qui étaient qui étaient du monde de la restauration, dans lesquels j'ai été notamment
cuisiniers, mais aussi associés et salariés. Et puis depuis 2018, j'ai changé un peu de métier. Je suis devenu plutôt accompagnateur de collectifs de travail autogérés dans la SIG Grenade. Donc après avoir moi-même été une personne autogérée, j'ai aidé d'autres personnes à s'autogérer, mais sur toutes les dimensions, y compris des dimensions accompagnement économique, etc. Et puis je suis devenu aussi formateur en gouvernance de l'ESS pour des groupes d'étudiants et étudiantes et pour des groupes de professionnels. Donc là, dans un cadre un tout petit peu plus justement, avec un peu plus de théorie et pas forcément uniquement dans la pratique. Tous ces questions, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté le collectif autogestion avec Joris, notamment, et d'autres personnes qui sont aujourd'hui présentes, je pense. Néanmoins, plus j'avançais là-dedans, plus ces questionnements, en fait, liés à ma pratique, liés à ce que j'observais du coup dans d'autres collectifs, plus les questionnements, selon moi, devenaient importants, et je voyais aussi des éléments qui étaient problématiques en termes de, finalement, de effets qui étaient presque contraires à ce qu'on pouvait envisager comme étant la fin de cette autogestion, c'est-à-dire des mécanismes de domination qui pouvaient se reformer d'autres manières, une efficacité qui était parfois là, parfois moins là, on va dire une démocratie qui pouvait fonctionner parfois, mais qui pouvait avoir du mal à aller vers l'atteinte de certains objectifs. Et puis aussi, en 2008, c'était pas trop existant, mais toute cette flopée de modèles en crassis là, dont on va avoir pas mal d'exemples aujourd'hui, qui avaient des solutions, des outils extrêmement intéressants aussi de l'éducation populaire. Et du coup, ce questionnement de savoir finalement, moi, dans toute cette expérience, dans toutes ces expériences, est-ce qu'il existe en fait quand même une science de l'autogestion qui fonderait en fait le fait que ces outils existent, qu'ils sont efficaces ou pas, et c'est un peu ce qui m'a amené en 2021 à vouloir vraiment prendre du recul et à faire financer et à faire collaborer avec un laboratoire de sciences sociales en 2022. Donc jusqu'à 2024, j'ai un financement pour mener cette étude. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus que ça. Ce que je vais vous raconter vient un peu de là. Alors d'abord, la question des gouvernances partagées. La question, c'est de quoi parle-t-on et pourquoi on parle de gouvernance partagée aujourd'hui aussi. Enfin, c'est un mot qui ressort fort sur Google. Moi, on vient aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, ce n'était pas du tout le cas, on vient nous voir des fois en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place la gouvernance partagée dans notre entreprise ?» Et je suis un peu presque surpris et choqué déjà, j'allais dire, c'est une forme d'étonnement que ce mot-là soit mis par une forme de référence. Et donc, on peut s'intéresser quand même sur le sens du mot gouvernance et du mot partagé, en se disant que déjà, effectivement, la gouvernance, c'est un terme en soi qui est problématique, mais qui peut avoir un intérêt quand même. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a une origine assez langue de bois et assez néolibérale. Une notion de partage qui en fait est paradoxale, puisque vous allez le voir, la gouvernance c'est forcément partagé, mais la question c'est plutôt de se dire donc du coup c'est avec qui elle est partagée, pourquoi elle est partagée, et puis ensuite cette question dont j'ai déjà parlé en fait finalement, qui est le fait qu'il y a, on parle des gouvernances partagées parce qu'il y en a plusieurs, mais alors est-ce que ce serait des modèles ou est-ce que finalement il faut continuer à considérer ça comme des expérimentations à questionner? D'abord, juste le terme gouvernance, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une définition ISO. Donc finalement, on peut se référer à quelque chose qui fait une certaine référence.
Et donc, mais cette définition ISO, elle n'est pas tellement la définition du dictionnaire en France. Parce que du coup, il y a un peu cette croyance, ou en tout cas ce côté langue de bois où finalement la gouvernance, ce serait une autre manière de dire le gouvernement, l'action de gouverner, manière de le faire. Là où finalement, il y a une origine anglaise qui dit que finalement, c'est une gouvernance justement nécessairement partagée qui n'est pas forcément celle de l'autorité étatique, et donc qui prend en compte le fait que une organisation, en fait, il y a un système et le pouvoir est diffus au sein de ce système. Il y a une dimension idéologique à ça, et il faut savoir quand même que la gouvernance, le mot governance, il est issu des années 60-70 aux États-Unis, lorsque les actionnaires des grandes entreprises américaines se rendent compte qu'ils ont perdu le pouvoir sur leurs entreprises. Pourquoi ils ont perdu le pouvoir sur leurs entreprises? Parce que c'est les dirigeants d'entreprises qui ont le pouvoir. Les dirigeants, ce n'est pas forcément les actionnaires. Et à l'époque, justement, ils commencent à diriger leurs entreprises dans l'intérêt de l'entreprise, ces dirigeants-là, et notamment des salariés, et pas dans l'intérêt des actionnaires. Et donc, les actionnaires vont retravailler cette notion de gouvernance en disant il faut une gouvernance qui respecte aussi toutes les parties prenantes, mais sous-entendu surtout celle des actionnaires. Parce que le pouvoir trop concentré dans les mains d'un dirigeant, finalement, ça ne respecte pas forcément l'intérêt des actionnaires. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension langue de bois où finalement, d'euphémiser comme pas mal de choses dans le monde actuel, où on parle de co-construction, développement durable, des mots qui ne veulent plus dire grand-chose, et où finalement c'est pour cacher un petit peu les nœuds de domination. Donc on ne va plus parler de hiérarchie, de direction, de gouvernement, mais on va parler de gouvernance. C'est quelque chose de plus mou et un peu plus positif qui va empêcher quelque part aussi un petit peu la contestation en fait, de cette hiérarchie. C'est plus difficile de contester la gouvernance que de contester un chef, quoi. Et donc, effectivement, ça participe aussi du fait qu'on ne parle plus de chef, mais de manager, etc. Et d'ailleurs, pour vous prouver ça, moi, j'aime bien faire cette petite recherche avec mes étudiants en direct, en live. Quand on tape hiérarchie chez Total, on tombe sur gouvernance, quoi. Et c'est la même chose chez Danone, chez EDF, etc. Donc, comme quoi, on peut changer les mots, mais Google, entre guillemets, arrive à retrouver. Néanmoins, alors je ne comprends pas pourquoi cette slide que j'ai fait et refait disparaît, mais ce n'est pas grave, je m'en rappelle par cœur. La gouvernance, ça a aussi un intérêt quand même comme de conceptualisation, parce que ça vient changer cette idée simpliste selon laquelle le pouvoir serait dans certaines arènes bien identifiées, le gouvernement par exemple, ou le Parlement, ou le conseil d'administration quand on parle d'une association, premièrement, parce qu'en fait, on peut avoir l'idée que, en fait, il est diffus dans l'organisation. Il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui font du lobbying, il y a des gens qui mettent à l'agenda, qui réussissent à influencer en mettant à l'agenda des sujets, par exemple par la grève, par la revendication, ça peut être aussi par la manipulation. En fait, c'est que ce pouvoir n'est pas forcément uniquement là où on pense qu'il est. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que c'est un peu un cycle, en fait, la gouvernance, et ce n'est pas uniquement qui prend les décisions et à quel moment. C'est aussi, en fait, à partir du moment, dès qu'on a pris une décision, c'est aussi appliquer cette décision. Et la manière dont on applique cette décision, que ce soit de la faire appliquer, par exemple, avec des sons ou avec de la surveillance, ou etc., ou même soi-même de consentir à appliquer une décision, ça fait partie de la gouvernance en fait. Et quand on parle de gouvernance, on va parler à la fois de ça
et pas simplement de quelles décisions on a prises, comment on les a prises, etc. D'une certaine manière également, quand il y a un conflit dans la structure, de savoir est-ce que c'était la bonne règle, la mauvaise règle, ou est-ce que tu as appliqué la règle ou tu ne l'as pas appliquée, et la manière dont on va traiter ce conflit, c'est central et ça fait partie de la gouvernance. Et ensuite, il y a aussi une autre dimension, c'est que finalement, les effets des règles, en tout cas l'évaluation des effets des règles qu'on prend, des décisions, fait aussi partie de la gouvernance. Donc, c'est une approche globale du pouvoir et des effets de ce pouvoir qui, quand même, du coup, a un vrai intérêt. Si on donne à ce mot gouvernance une signification, on va dire, scientifique, et non pas une signification un peu marketing bullshit, comme je vous l'ai présenté avant. Donc, quand on étudie la gouvernance, on étudie selon cette deuxième dimension qui n'est pas passée dans les slides, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il y a la question de partager la gouvernance. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est presque un pléonasme, je ne sais plus comment on dit là, pardon, de dire que la gouvernance est partagée, parce que du coup, du fait qu'il y a des gens qui doivent l'appliquer, des gens qui doivent sanctionner, des gens qui doivent gérer les conflits, etc., en fait, la gouvernance, elle est nécessairement partagée. Bon, vous me direz, ça dépend comment elle est partagée, parce que si c'est la même personne qui sanctionne, la même personne qui décide, la même personne qui peut virer les gens, etc., bah forcément, c'est vrai que là, on voit qu'elle est plus ou moins partagée. N'empêche qu'il faut quand même que des gens acceptent d'appliquer les règles d'une manière ou d'une autre, et que bah, c'était déjà un minimum de partage. Donc l'idée, c'est qu'il y a un continuum de partage, et pas partagé ou pas partagé. Mais en fait, ce phénomène de gouvernance partagée, il a un peu trois grandes origines et qui sont un peu, qui peuvent être complémentaires si on les prend toutes les trois et on dit oui, c'est les trois, mais c'est pas chez tout le monde cette complémentarité. Et donc, il faut avoir conscience de ça pour pouvoir avoir une approche critique de ce mouvement, pour pas se laisser berner, entre guillemets. Parce qu'il y a tout un besoin et toute une préoccupation qui date notamment de mai 68 et de la réaction du patronat à mai 68, qui est de se dire, bon, il faut qu'on donne un tout petit peu plus de pouvoir à nos salariés sur leur travail. Alors, mais c'est aussi vrai, en fait, le travail, c'est central, mais c'est vrai dans des dimensions autres que le travail direct, quoi. Il faut qu'on renforce l'adhésion et l'implication des personnes au projet de leur entreprise. Et donc, c'est une dimension, finalement, on va essayer de refaire un petit peu, de renforcer la cohésion du groupe. Deuxièmement, c'est un désir d'efficacité organisationnelle. En fait, c'est l'idée, parce que là, je vais devoir aller rapidement, mais en fait, les sciences sociales ont découvert de manière assez évidente que, en fait, quand vous donnez un ordre, ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez décider ce que vous voulez, ce ne sera pas appliqué comme c'était prévu. Et donc, finalement, la démocratie, alors aujourd'hui, c'est pas forcément entendu comme ça, mais c'est plus efficace que la dictature pour appliquer les décisions. Alors ça c'est quelque chose que je tiens à dire, parce que on dirait que c'est pas le cas, mais en fait, il faut. Et alors le paradoxe en plus, c'est que il est nécessaire aussi, on s'est rendu compte que les gens désobéissaient et que c'était ce qui faisait que les structures fonctionnaient. C'est-à-dire que quand les gens appliquent les ordres bêtement, bah, en fait, ça va dans le mur. Et que c'est parce que les gens sont capables de désobéir, mais pour le bien de la structure parfois, que ça va bien fonctionner. Le problème là-dedans, c'est que, en fait, s'ils ont trop de capacité de discuter, etc., ils peuvent désobéir pour le bien de la structure, mais pas pour le bien du patron, quoi. Donc, il y a déjà cette tension, en fait, entre ce désir d'efficacité et donc ce dernier désir qui serait le désir démocratique,
qui est en fait réellement de donner du pouvoir aux individus membres, enfin on va dire à la base, pour favoriser leur émancipation et donc aussi lutter contre les dominations et les injustices et les inégalités sociales. Ça, c'est tout le courant, on va dire, autogestionnaire qui va en fait se dire finalement, il faut qu'on ait le pouvoir sur nos propres organisations pour avoir le pouvoir sur nos rémunérations, etc. etc. Et donc, il faut quand même bien avoir en tête ces trois désirs potentiellement contradictoires. Ah bah si, c'était là mes diapos sur ce que je voulais raconter avant. Alors, justement, toutes ces trois dimensions, ces trois intentions, elles vont quand même se traduire par finalement des choix très différents sur qu'est-ce qu'on partage et à quel point. Et du coup, notamment, vraiment, est-ce que c'est juste la manière d'appliquer les objectifs ou est-ce que c'est les objectifs eux-mêmes? Est-ce que c'est les règles opérationnelles ou seulement la stratégie? Est-ce que vraiment on s'oblige à respecter le résultat de ce partage? C'est-à-dire, bon, bah, en fait, si la décision salariée, quand on parle du salaire, on pense que ça va amener la boîte à couler, est-ce qu'on l'a? Et l'exemple typique aussi, c'est est-ce que si finalement les citoyens ils ont pris des décisions qu'on n'aime pas dans la Convention citoyenne pour le climat par exemple, est-ce qu'on va se dire non en fait on fait pas et du coup est-ce qu'on se contraint juridiquement collectivement à respecter cette gouvernance collective? Alors je vais conclure en 5 minutes mais on en reparlera cet après-midi. En fait, un des problèmes fondamentaux qu'on a et que nos sociétés ont, c'est qu'il n'y a pas assez de théories et pas de théories assez solides, même si elles sont, depuis les années 90, c'est en train de se structurer. Dans les sciences humaines. Et donc, que en fait, ça influence les décisions politiques et ça influence aussi les acteurs, c'est-à-dire et actrices, c'est-à-dire nous, dans une forme de difficulté à savoir pourquoi les choses fonctionnent, pourquoi elles ne fonctionnent pas, et donc à pouvoir vraiment porter quelques, je dirais pas des certitudes, parce que ce serait déjà se tromper de penser qu'il peut y avoir des certitudes, mais au moins des idées que certaines choses vont fonctionner pour certaines raisons et d'autres pas fonctionner pour d'autres raisons, et donc quand même de progresser, quoi. Pardon de remettre le mot progrès, mais voilà. Et là-dessus, on a deux auteurs que moi j'ai vraiment identifiés qui sont très différents et dans des domaines très différents. Il y en a une qui est décédée et qui est Elinor Ostrom, qui était spécialiste des ressources communes et qui est vraiment à l'origine du retour de tout ce qu'on a pensé sur les communs. Et un deuxième auteur qui est peut-être moins connu, mais pourtant français, qui s'appelle Christophe Dejour et qui est psychodynamicien du travail et qui, effectivement, eux aussi disent cela. D'ailleurs, c'est eux avant moi. Moi, je fais que de reprendre ce qu'ils disent. Et ils disent qu'en fait, on a besoin de comprendre fondamentalement, d'avoir un modèle de l'être humain et des groupes humains. En fait, ce n'est pas l'être humain pris hors de son contexte, c'est un modèle qui prenne à la fois en compte qu'est-ce qu'un être humain et comment fonctionne un groupe et comment interagissent un humain et un groupe pour comprendre qu'en fait, quels sont les facteurs qui font que, en fait, quand on coopère, ça va fonctionner ou pas. Et le problème, c'est que la science humaine, pendant tout le XXe siècle, elle a été focalisée sur le débat entre, grosso modo, entre capitalisme et communisme, entre capitalisme et étatisme, et que donc elle a été incapable de voir qu'il y avait des communs, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas gérées par un État d'un côté, et pas non plus où c'était parcellisé, tout le monde avait chacun dans son coin et chacun son petit bout de lopin de terre et chacun fait sa vie dans son coin,
Mais non, on est obligé, on coopère sur certains domaines et on y arrive sans détruire la ressource, sans s'auto-détruire non plus les individus, etc. Et pour certaines, depuis des millénaires. Et en fait, d'un côté, le patronat c'est efforcé en fait, de mettre en place une organisation du travail avec le taylorisme qui justement empêchait le plus possible la coopération, parce qu'ils avaient bien compris que la coopération, c'était c'était potentiellement, ça allait les renverser. Et de l'autre, finalement, le mouvement ouvrier, et notamment dans la mouvance du Parti communiste, ont plutôt essayé de contrer cette domination et ses effets néfastes et de manière assez légitime, puisque le travail était… voilà, il fallait d'abord s'intéresser aux conditions de travail plus qu'à son organisation. Et donc, personne ne s'est posé la question dans les sciences humaines jusqu'à Elinor Ostrom et derrière, bien sûr, d'autres penseurs, mais je cite Christophe Dejour parce que son approche est aussi intéressante, de savoir comment est-ce que vraiment on pouvait faire coopérer. Et je vais juste dire une chose, c'est-à-dire que là, c'est d'avoir une théorie et pas des modèles. Et donc, on va voir cet après-midi plusieurs modèles, c'est-à-dire des recettes de cuisine qui vous disent, en fait, il faut faire de la décision par consentement, ou au contraire, qui vont vous dire, il faut faire du vote, etc. Puis, il faut aussi des élections sans candidat, ou au contraire, il faut des élections au jugement majoritaire, et patati et patata. Et puis, on met un modèle, et puis il faut que tout tient ensemble, et il faut faire, bon, on va jamais vous dire, il faut faire exactement comme dans le modèle, mais finalement, le problème, c'est qu'on ne vous dit pas pourquoi, et on ne sait pas dans quel cas ça va fonctionner, et pour quelles raisons, et dans quel cas ça ne va pas fonctionner, et dans quelles raisons, et pour quelles raisons. Et de se dire finalement, en fait, peut-être qu'on pourrait utiliser aussi l'élection sans candidat, mais dans un tout autre modèle que la sociocratie, peut-être que dans une organisation. Et donc, aujourd'hui, on en est encore à l'état de tester des modèles et d'expérimenter aussi des choses sur le terrain. Et je vous parlerai un tout petit peu cet après-midi, du coup, des premiers résultats qu'ont donné Ostrom et Dejour, par exemple. Et on pourra discuter, du coup, justement, de la question des modèles là-dessus. Voilà, mais je laisse la parole. Merci beaucoup, Marco. Donc, comme vous le voyez, on a pris pas mal de hauteur de vue. Quelques personnes, d'ailleurs, ont fait des retours en disant merci pour ce démarrage, merci pour de prendre du recul, etc. Peut-être certaines personnes s'y retrouvent, d'autres moins. Là, on va aller vraiment sur des choses, Lorraine, merci pour le retour. On va aller sur des choses vraiment plus focus, plus retour d'expérience, mais ça nous paraissait important, puis c'était une chance d'avoir Marco en plus, d'avoir cet éclairage-là, ces liens avec la théorie, la recherche, l'historique, etc. etc. L'heure avance, on ne va pas forcément ce matin revenir en petit groupe pour discuter de ces choses qui viennent d'être présentées par Marco. Je vous invite, si vous le voulez bien, du coup, à aller sur Klaxoon pour noter dans la bulle réaction suite à l'intervention de Marco eh bien, vos questions que vous avez envie de lui poser. Comme ça, il les garde en tête et il prépare les réponses pour cet après-midi. Les réactions que vous avez en disant ce que vous voulez. Ça peut être un coup de cœur, un coup de gueule, un mot que vous avez retenu. Donc, vraiment, tout ce qui vous vient comme réaction suite à cette intervention, eh bien, n'hésitez pas à les noter dans Klaxoon. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès à Klaxoon, vous les notez dans le chat et on fera des copier-coller. Sur Klaxoon, j'ai mis aussi dans la bulle attente et questionnement un post-it un peu plus gros qui s'appelle gouvernance partagée. C'est un nuage de mots. Donc, si vous double-cliquez sur la partie rose, vous pouvez mettre des mots pour constituer un nuage de mots. On verra, on va le faire évoluer toute la journée. On verra à la fin de la journée quelles sont les occurrences, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent. Si un mot a été écrit par quelqu'un et vous plaît, vous le réécrivez exactement pareil, comme ça il va devenir plus gros. On voit déjà que sur le Klaxoon, des personnes nous disent « Merci de relever l'importance de partager, après retour d'expérience, les clés de réussite concrètes et pragmatiques pour réussir un projet d'autogestion.
Intéressant on va d'avoir de la recherche et de l'analyse sur les performances des modèles de gouvernance. Si la théorie n'existe pas encore, les bonnes pratiques documentées sur la durée existent-elles? La sociocratie n'est pas un modèle, c'est une méthode, ce qui n'a rien à voir. Et du coup, on va avoir des personnes qui vont dire que certaines choses sont des modèles ou des méthodes, etc. Voilà, et notamment sur l'atelier sociocratie, il vous sera présenté vraiment, selon Pierre Tavernier, ce qu'est la sociocratie. Et dans ce qu'a dit Marco, il n'y avait pas de jugement de valeur. On n'est pas là pour dire un modèle est bon ou pas bon, une méthode est bonne ou pas bonne. Ce qui nous intéresse sur cette journée, c'est de prendre de la hauteur de vue, d'être critique sur toute cette question de la gouvernance partagée et tout ce qu'il y a autour comme modèle. Et je vois par exemple quels sont selon vous les modèles les plus intéressants à creuser aujourd'hui. Je crois qu'on aura du mal à répondre à cette question et qu'on n'aura, je ne crois pas, de capacité à apporter un jugement. Donc, n'hésitez pas à continuer à écrire vos réactions, vos questions dans la bulle verte prévue à cet effet et puis à contribuer au nuage de mots. Je vois que petit à petit, les idées s'agrègent. Je vais vous proposer maintenant, s'il vous plaît, de vous positionner sur les ateliers parce qu'on va démarrer assez vite en atelier. Mettez un post-it avec votre prénom sur la bulle, juste au-dessus de la bulle qui correspond à l'atelier que vous aimeriez, sur lequel vous aimeriez aller ce matin. Je me permets d'en présenter deux qui, pour le moment, sur le sondage Framacal, n'ont pas beaucoup de personnes positionnées dessus pour les mettre un peu en valeur. Sur l'atelier 6, il y a Johanna et Faten qui vont, avec Anna en facilitatrice, vous présenter comment, dans une structure complexe, une grosse association, Fédération des acteurs de la solidarité internationale, on essaye de partager la gouvernance entre les bénévoles, les salariés, les structures membres, mais aussi les personnes bénéficiaires. Et comment les personnes bénéficiaires, qui sont pour certaines d'anciennes personnes à la rue ou actuellement à la rue, ou en situation d'exclusion sociale, comment ces personnes participent à la gouvernance de l'association dont ils sont bénéficiaires. C'est quelque chose d'un petit peu complexe et intéressant. Et Faten, ancienne personne bénéficiaire, actuellement au conseil d'administration de la Fédération des acteurs de la solidarité, sera là pour témoigner de cette expérience. Et ce n'est pas facile, parce que des fois, on dit « allez, on partage la gouvernance, allez, on fait participer les personnes bénéficiaires », mais est-ce que cette participation, elle est juste de façade ou elle est vraiment réelle? Sur l'atelier 1, vous avez la chance d'avoir une conférence gesticulée de Audrey Giquel sur les clés de l'habitat participatif, qui est directement en lien, bien sûr, avec la question des gouvernances partagées. Je vois que de plus en plus les post-it apparaissent. Je vois que l'atelier 5 a pas mal de succès. Si vous vous autorisez un deuxième choix, n'hésitez pas à migrer sur un deuxième choix, de manière à ce qu'on ait la répartition la plus équitable. Mettez, s'il vous plaît, vos post-it pour que je les vois bien au-dessus des bulles, juste regroupées pour qu'on voit à peu près combien il y a de personnes. Et puis, si vous voyez que vous êtes vraiment très nombreuses sur un atelier et que ce serait OK pour vous d'aller sur un autre atelier, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, je vois que sur l'atelier 6, pour le moment, on a 4 personnes. Sur l'atelier 1, pour le moment, on a 7 personnes. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si c'est OK pour vous, à aller vous positionner sur les autres ateliers. Allez, vous êtes Joris, la je pourrais partager Pardon? un des est-ce que tu pourrais partager un des deux écran, carrément. Quelqu'un qui ne voit pas l'endroit. Non, moi je vois pas les ateliers. Carrément. Et ben, on vous enverra voilà. l'information. Et en fait, pour voir les ateliers, il faut cliquer sur le lien qu'il y a dans le chat de Zoom. Allez, on a une répartition qui est pas mal. L'idée, de toute façon, n'est pas de s'inquiéter du quantitatif. On va bien être sur du qualitatif. Merci pour cette répartition. Vous avez été chouette en termes d'autorégulation. Sur chacune des bulles d'atelier, il y a le lien de la vidéo spécifique à cet atelier. C'est-à-dire que là, personne ne va rester en plénière. Moi, je vais rester au cas où il y a des gens qui se perdent, mais vous allez aller double-cliquer sur le lien Zoom de l'atelier spécifique de manière, d'ici 3-4 minutes, à vivre votre atelier jusqu'à 12h30. À 12h30, à peu près, plus ou moins 5 minutes, les ateliers vont se terminer. Vous pourrez partir en pause et on reviendra sur cette plénière de base. Je vous renverrai un petit mail pour vous redire, mais on se retrouve sur cette plénière centrale Zoom à 14h. Donc maintenant, s'il vous plaît, rejoignez vos ateliers en allant sur votre lien Zoom spécifique d'atelier et à tout à l'heure.